Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, délai de paiement et informel. Deux mots qui sapent considérablement la croissance. Pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. La dernière en date est cette quatrième réunion de l'Observatoire des délais de paiement qui aboutit à deux décisions majeures, à savoir l'amendement de la loi 49-95 du Code du commerce et la publication du premier rapport de l'Observatoire. Nous en discutons ce soir avec Ahmed Belfehmi, chef de la division des programmations et de la contractualisation à la direction des entreprises publiques et la privatisation, la DEE, du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Ensuite, en seconde partie, Rachid Boufous, architecte urbaniste et chroniqueur politique, partagera avec nous sa vision pour une lutte efficace contre l'informel et son intégration dans l'économie formelle, notamment à travers une stratégie de l'aménagement du territoire adéquate. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaboun, et le président de la CGEM, Chakib El-Edj, ont co-présidé ce lundi à Rabat la quatrième réunion de l'Observatoire des délais de paiement. Une réunion qui concerne les administrations publiques et les collectivités territoriales, entre autres, qui les incite à s'acquitter de leurs dus vis-à-vis des entreprises marocaines. Plus de détails avec Ala Benani. Il faudra payer coûte que coûte les fournisseurs et les entreprises et s'acquitter de toute forme d'endettement. C'est le sujet phare de la quatrième réunion des membres de l'Observatoire des délais de paiement tenue par la CGEM et le ministère des Finances ce lundi à Rabat. Cette rencontre a été marquée par la validation de l'amendement de la loi 49-95 relative aux délais de paiement qui consiste notamment en l'introduction d'amendes à l'encontre des mauvais payeurs. Durant cette réunion, le ministre des Finances, Mohamed Ben Chaboun, a souligné que les délais de paiement ont connu une évolution relativement importante qui a été enregistrée depuis le discours du roi du 20 août 2018, passant de 60 jours à 40 jours aujourd'hui. En revanche, pour ce qui concerne les délais de paiement entre entreprises, ils se sont détériorés du fait de la conjoncture actuelle liée au Covid-19, d'où l'unanimité de l'Observatoire sur l'amendement de la loi 49-95. Enfin, lors de cette réunion, Chakib El-Edj, président de la CGEM, a fait une proposition courageuse mais encore à l'étude, insérer dans le rapport annuel de l'Observatoire la liste des sociétés dont les comptes annuels affichent des délais dépassant les délais légaux. Et pour représenter le ministère avec nous depuis Rabat, Ahmed Belfehmi, chef de la division des programmations et contractualisation à la DEP. Bonsoir Ahmed Belfehmi. Bonsoir madame. Donc, on vient de suivre, n'est-ce pas, les principaux résultats de cette quatrième réunion de l'Observatoire des délais de paiement. Mais avant de parler justement des solutions aujourd'hui, si on devait dresser un état des lieux, les choses sont-elles en amélioration au Maroc en ce qui concerne cette question de délai de paiement? En fait, le bilan est mitigé d'après les chiffres présentés hier lors de la quatrième réunion de l'Observatoire des délais de paiement. Nous avons d'abord les chiffres concernant le secteur public. Donc, les chiffres de l'État et des collectivités territoriales sont en baisse significative avec 18 jours,4 à fin 2020, alors qu'elles étaient près de 30 jours en 2017. Et bien sûr pour l'ensemble de leurs commandes publiques. Par rapport aux établissements et entreprises publiques, on constate la même baisse par rapport à leurs délais déclarés et qui sont passés de 58 jours en 2017 à 39 donc à fin 2020. En ce qui concerne le secteur privé, les données avancées par la CGEM font ressortir une légère dégradation des délais de paiement clients, quelle que soit la catégorie de l'entreprise. Et il ressort également une hausse plus importante des délais fournisseurs. Et quel est le rôle principal justement de cet observatoire des délais de paiement dans la réduction de ces temps de délai de paiement? Alors l'observatoire d'abord réalise des études et des analyses sur la question. Il peut être consulté par les autorités sur toutes les questions relatives au délai de paiement des entreprises. Il constitue en fait, c'est un observatoire coprésidé par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et le président de la CGEM. Il constitue en fait une instance d'échange
et une force de proposition. Donc c'est à travers ce débat public-privé que, aussi bien sur l'état des lieux que sur les solutions à apporter. Donc de là, un certain nombre d'impacts réels sur la question depuis la création de cet observatoire en 2017. Oui, mais alors, depuis, est-ce qu'il y a eu déjà des rapports? Parce que, selon le communiqué de presse à l'issue de cette 4e réunion de cet observatoire des délais de paiement, le premier rapport de l'observatoire serait imminent. Et il est pour quand? Il est pour ce mois de février. Donc, les membres de l'Observatoire ont tenu à donner le coup d'envoi à cette première publication, qui a pris un peu de temps côté préparation, disons, entre les différents partenaires qui contribuent à ce rapport-là. Très bien. Alors, donc, est-ce que peut-être on a déjà des résultats de ce rapport, peut-être que vous pouvez partager avec nous dans cette émission, qui pourrait donner la tendance, en attendant bien sûr la publication ce mois de février de ce premier rapport de l'Observatoire? Alors, je viens de parler des chiffres, donc ils seront repris bien sûr dans le rapport. Ce rapport-là restitue les différentes réformes, les différentes avancées réalisées par notre pays en matière de délai de paiement, surtout depuis les autres orientations royales du discours du 20 août 2018, lorsque Sa Majesté le Roi Kodioula VI a demandé aux administrations et aux collectivités territoriales disons de payer les sommes dues à leurs partenaires et de cesser d'avoir un effet négatif sur leur écosystème. Donc, le rapport restitue ça et également il donne les tendances par rapport au secteur public avec ces différentes composantes, ainsi que par rapport au secteur privé. Et donc, ça fait ressortir une certaine amélioration par rapport aux composantes du secteur public, même s'il y a certaines composantes qui ont encore des améliorations à faire et une certaine, je dirais, une certaine dégradation qui persiste au niveau du secteur privé. Avec un... Est-ce que c'est pour cela que justement il y a eu cet amendement plutôt les deux partenaires, à savoir secteur privé et l'État, se sont mis d'accord sur l'amendement de la loi 49-95 du Code du commerce. C'est pour justement répondre à cette nécessité de réduire ces périodes de délai de paiement qui commencent à s'allonger côté secteur privé. Effectivement, face à un crédit inter-entreprise qui atteint un volume sans précédent, 421 milliards à fin 2019, contre 408 milliards à fin 2018. Son montant n'était que de 268 milliards en 2010. Donc, et bien sûr, pour mettre fin à ce genre de retard, qui dépasse même le crédit bancaire, donc les membres de l'Observatoire se sont mis d'accord sur l'amendement du Code de commerce pour instaurer ce dispositif de sanction, donc à travers des amendes pécuniaires qui seront appliquées à l'entreprise. De l'ordre de combien, justement, ces amendes, Ahmed Belfahmi? Alors, voilà, le projet initial, de toute façon, qui peut changer, bien sûr, parce que nous avons devant nous un processus d'adoption, donc qui va passer par le Conseil du gouvernement et par la suite le Parlement. Oui, donc, oui, bien sûr. Actuellement, voilà, donc dans sa mouture actuelle, c'est de 3% le premier mois et 1% pour les mois suivants de retard. Et ce qui est important à signaler par rapport à ce dispositif, donc il y a une rupture quand même, un changement de paradigme. Ça sera plus l'entreprise victime du retard de paiement qui va comptabiliser quoi que ce soit ou déclarer quoi que ce soit. C'est plutôt l'entreprise mauvais payeur, donc qui a commis le retard, qui sera appelé à déclarer les factures payées en retard et bien sûr payer cette amende-là.
Oui, est-ce que, justement, juste pour terminer, Ahmed Belfahmi, est-ce que vous pensez que, compte tenu de la loi, légalement, est-ce qu'il est possible d'avoir un registre qui liste les mauvais payeurs, les entreprises qui sont les mauvais payeurs? Est-ce que la loi marocaine le permet déjà? Non, pour le moment, non. Mais avec ce dispositif-là, je pense qu'il serait possible, à travers les données, les déclarations des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, de disposer justement de cette liste qui sera, il y a des propositions dans ce sens, qui sera publiée. Donc, l'objectif, en fait, ce n'est pas d'avoir des recettes supplémentaires, du moment que le produit de ces amendes sera dédié complètement à un fonds d'appui à l'entreprise. Et deuxièmement, la finalité, c'est pas la sanction, mais plutôt disons, de changer et d'imprimer ce changement de comportement des entreprises, donc qui doivent s'inscrire dans une dynamique virtuelle. Donc, si chaque entreprise paye son partenaire, ben, ce partenaire va payer les autres partenaires et comme ça, on aura un écosystème plus sain. Plus sain, et notamment en période de crise économique liée à cette pandémie de Covid-19. En tout cas, merci beaucoup Ahmed Belfahmi, chef de la division des programmations contractualisation à la DEP, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Voilà, passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et l'informel au Maroc représenterait 30% du PIB national selon une récente étude de Banque El Maghreb, un chiffre jugé positif par les auteurs de la note qui estiment que même si l'informel se rétracte, eh bien les éléments qui le constituent ont besoin d'être considérés dans un cadre législatif. Les détails avec Alam Nani. Entre 2009 et 2018, l'économie informelle au Maroc a reculé à un niveau en dessous de 30% du produit intérieur brut. C'est ce qui a été révélé dans une récente étude de Banque El Maghreb. Or, cette taille qui reste assez importante s'est nettement réduite sur les 3 dernières décennies, passant de 40% entre 1988 et 1998 à 34% entre 2009 et 2018 pour passer en dessous de 30% actuellement. Des résultats qui suggèrent, selon les auteurs de l'étude, que les stratégies mises en œuvre depuis le début des années 2000 pour améliorer l'environnement institutionnel, économique et financier ont contribué à réduire la taille de l'économie informelle. Toutefois, la persistance d'importantes activités informelles nécessite encore des réformes structurelles supplémentaires, notamment celles liées à l'éducation, au système judiciaire, à la politique fiscale et au marché du travail, précise l'étude. Cela dit, l'économie souterraine demeure un mal nécessaire dans un pays où elle absorbe environ 80% de la population active, d'après la Banque mondiale. Et pour commenter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Rachid Boufous, architecte et urbaniste également, chroniqueur politique. Bonsoir Rachid Boufous. Bonsoir. Les chiffres que vous avez présentés sont réels, sont là. Effectivement, c'est une situation économique qui est difficile, étant donné que l'économie structurée n'arrive toujours pas à offrir un environnement adéquat pour l'exercice d'activités économiques structurées. Moi, je dirais qu'au-delà de ça, il y a deux typologies d'informels. Il y a l'informel dont vous avez montré les images, c'est-à-dire ces vendeurs à l'étalage, ce qu'on appelle communément les farrachas, mais aussi il y a une autre activité informelle qui s'exerce peut-être dans un cadre, disons entre parenthèses, semi-déclaré. Qui s'apparente beaucoup plus à du travail dissimulé, qui s'exerce dans des ateliers, dans des fabriques qu'on nomme clandestines, qui sont exercées par des patrons qui ne respectent pas le code du travail, qui ne respectent pas les lois en vigueur, qui exercent ce travail dissimulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de travail dissimulé n'existe pas en droit du travail marocain, dans le Code du travail 65, régi par la loi 65-99 du 11 septembre 2003. Mais toutefois,
ce code du travail, il définit réellement l'exercice de toute activité, parce qu'il est considéré comme salarié toute personne qui s'engage à exercer une activité professionnelle, moyennant rémunération, d'accord, et que l'employeur est toute personne physique, privée ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. Donc, le droit du travail reconnaît de facto, donc il définit de facto l'activité, quelle qu'elle soit, et donc on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui que cela peut être ignoré par les gens. Voilà. Oui, et cela coûte de l'argent parce que, bon, alors je vais revenir avec vous sur ces chiffres de la CGEM publiés en 2014 sur une étude qui a été menée par le patronat et qui stipule que l'économie informelle recèle un gisement annuel estimé à près de 40 milliards de dirhams. Il est intéressant, bien sûr, de faire la différence entre ces différentes formes d'informel et aussi de rappeler, selon la même étude, que dans le commerce, les 2/3 se font via des canaux informels. Le textile, dont ces unités clandestines ou même qui ne déclarent pas tous leurs employés, par exemple, c'est aussi dans cette catégorie. L'informel représente dans cette catégorie les 2/3 et puis 1/3 aussi dans le secteur des BTP. Ces secteurs les plus touchés, on les connaît depuis longtemps. Et il y a aussi, vous avez parlé de loi. Alors, à qui incombe la responsabilité, Rachid Boufous, en connaissant la loi, justement? Écoutez, ça dépend de quel type de responsabilité on parle. Si c'est vraiment dans le cadre de l'environnement du travail, c'est assez bien décrit dans le Code du travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire dans la loi 65/99 qui reconnaît donc la nature même du travail et qui donne une définition de l'employeur et de l'employé, mais qui reconnaît aussi les travailleurs, c'est-à-dire les entreprises qui sont en contrat de sous-traitance, qu'ils appellent le contrat de sous-entreprise dans l'article 86. Et de toutes les façons, quel que soit l'intervenant dans ces structures, il est tenu responsable dans l'article 24 d'assurer la sécurité, la santé et la dignité des salariés qui sont sous ces directives. Donc la loi, elle encadre très bien l'activité du travail. Maintenant, les personnes, et je voudrais juste rappeler que même pour les sous-traitants, dans l'article 89 de la dite loi, le législateur il fait porter la responsabilité des choses qui interviendraient dans un endroit, dans un cadre de sous-traitance au donneur d'ordre principal, d'accord. Donc maintenant, ça c'est la loi. Il reste bien sûr son applicabilité sur le terrain. Ça relève des inspecteurs du travail. Ça relève aussi des organisations professionnelles, de la CGEM, du ministère du Commerce et de l'Industrie, et qui doivent bien sûr exiger de tous les gens qui travaillent, par exemple dans le cadre industriel ou dans ce genre d'activité, une espèce de traçabilité. Il faut pas permettre à n'importe qui de rentrer dans les domaines. D'ailleurs, même dans le bâtiment, cette traçabilité, nous la demandons depuis très longtemps, parce qu'elle permettra non seulement de connaître qui fait quoi, donc qui intervient, qui sont les patrons d'entreprise, mais aussi de garantir les ouvriers et les travailleurs dans leurs droits. Cette traçabilité permet aussi une normalisation du secteur que j'appelle de mes voeux. Aujourd'hui, la solution n'est pas de fermer ces unités Alors justement, est-ce qu'il faut fermer? Parce que si on ferme, ces ateliers clandestins, ces unités clandestines, si on peut les appeler ainsi, ça fait des emplois au moins. Et en sachant que, on le rappelle, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, 80%, et d'ailleurs la pandémie a fait ressortir cela, 80% des emplois au Maroc sont dans l'informel. Bien sûr.
Nous, dans notre domaine, dans le bâtiment, il y a tous ces intervenants qui n'ont aucune structure, ce que j'appelle communément les travailleurs Kounehani, c'est-à-dire qui n'ont qu'un téléphone et qui sont plombiers, qui sont peintres, qui sont électriciens, qui interviennent sur les chantiers, n'ont pas de papier, leur travail ne peut être garanti, on ne peut pas les poursuivre parce que c'est des travailleurs qui sont dans l'informel et qui travaillent d'ailleurs même à titre privé dans les maisons. Donc cette traçabilité est vraiment importante et il ne faut plus permettre à ces gens d'intervenir dans l'informel. Il faut les ramener vers la légalité, d'accord ? Il faut mettre un cadre juridique, un cadre incitatif économique pour que ces gens puissent rentrer dans un cadre légal, leur assurer des formations, d'accord, dans le cadre en partenariat avec l'OFPPT pour que ces gens ne puissent pas exercer leur métier simplement à partir de ce qu'ils ont appris sur les terrains, mais aussi qu'ils soient aussi un peu drivés par des professionnels. Ça donnera de la qualité, ça donnera de la sécurité, ça donnera aussi de la crédibilité à notre économie. Moi, je ne suis pas pour qu'on ferme ces fabriques et ces locaux clandestins parce que ça mettrait dans la rue encore plus de chômeurs. Non, il faut un cadre incitatif pour ramener tous ces gens vers la légalité, vers une économie structurée. Mais Rachid Boufous, il y a eu des incitations, notamment fiscales. Bon, il y a eu cette politique de la carotte, ensuite qui s'est transformée vers la politique du bâton, mais cette mayonnaise ne prend pas. C'est un constat aujourd'hui. Et selon vous, comment, par exemple, peut-être des solutions faciles à déclencher dans l'immédiat, peut-être dans un futur proche, afin d'intégrer, parce qu'on parle de lutte contre l'informel, il faudrait peut-être aussi intégrer cette idée d'intégrer le secteur informel dans les circuits formels de l'économie. Comment, selon vous, avec l'État, peut, avec des solutions simples et effectives, intégrer cet informel ? Nous avons déjà commencé, l'État, il a déjà commencé à apporter des solutions pour les vendeurs ambulants, par exemple, en créant ces marchés, ce qu'on appelle aswaq namoudajia, ces marchés structurés. On sort les gens un peu de la rue, on les met dans des zones urbaines structurées, et ces gens, on les a insérés dans un cadre associatif, c'est-à-dire ils ont créé des associations, et à travers quand l'État a un interlocuteur, c'est plus facile pour lui d'intervenir et d'apporter des solutions. Maintenant, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2018 sur les zones industrielles, où il décrit vraiment les problèmes que connaît le monde industriel au Maroc. Et comparativement, il fait même un benchmark avec les autres pays du bassin méditerranéen, et le rapport de la Cour des comptes relève que le Maroc ne fait pas assez en matière d'aide et d'accompagnement des entreprises, là où nous apportons des aides de l'ordre de 30% en matière d'acquisition de terrains, de construction, etc. Des pays comme la Tunisie et surtout la Turquie apportent jusqu'à 100% d'aide, prennent en charge les prêts, enfin une partie des prêts bancaires, c'est-à-dire il y a une forte implication de l'État dans la démarche économique. Et je pense qu'il faut faire plus et en matière d'aménagement, bien sûr qu'il faut aménager plus de zones d'activité, parce que globalement, je pense, si je ne me trompe, il y a à peu près 7700 entreprises industrielles au Maroc, ce qui est très peu comparativement à d'autres pays. Et par exemple, sur la zone de Tanger, le total de la surface industrielle aujourd'hui, elle est de 640 hectares, alors que c'est très peu pour 80 000 ouvriers. Je trouve que c'est assez peu. Il faut faire plus de zones industrielles, mais des petites zones industrielles, pas forcément des choses sur 100, 200 hectares. Et selon les régions aussi, Rachid Boufous, parce qu'il y a la spécificité des régions et cette question de régionalisation. Justement,
justement, j'attire votre attention parce que le futur de l'économie marocaine sera régional. L'économie future du Maroc se fera dans les régions. Il faut permettre aux régions de se prendre en charge en matière industrielle, de pouvoir justement faire ces zones d'activité et aussi quand des donneurs d'ordre étrangers viennent au Maroc pour installer leur entreprise ou même pour faire travailler des entreprises marocaines, il faut les aider à des implantations dans des régions, même éloignées à l'intérieur du pays. Je donne par exemple certaines entreprises étrangères, notamment japonaises et françaises, qui n'ont pas hésité à créer des unités à Fès, à Meknès, très loin des zones littorales qui aujourd'hui captent quelque chose comme 80% de l'activité. Il faut qu'il y ait une espèce de rééquilibrage, entre parenthèses, de l'implantation industrielle au Maroc et permettre, là où se trouvent les bassins d'emploi, par exemple dans des zones comme dans des régions comme Dra'at, Filelt, qui possèdent un fort bassin d'emploi, qu'on puisse y implanter ces unités industrielles. Il ne faut pas avancer le fait qu'elles sont éloignées, que ce problème de logistique, ce problème d'infrastructure se règle avec des autoroutes, avec des chemins de fer, des choses qu'on doit programmer. Mais encore une fois, il faut permettre aux régions demain de se prendre en charge, de pouvoir contractualiser non seulement sur leurs propres besoins à travers les gens qui viennent travailler, mais aussi de pouvoir ramener des entreprises chez elles. Merci beaucoup. Merci Rachid Boufous, architecte urbaniste également, chroniqueur politique, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Je rappelle que vous pouvez toujours retrouver ce numéro ou un autre numéro de votre émission de ou d'analyse de l'actualité économique sur Medi 1 News, l'application qui vous ouvre une fenêtre sur l'analyse mais aussi l'actualité au Maroc et dans le monde. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous.